Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de la décade manga. Ouais, c'est déjà le 10. Je suis très contente. En fait, moi, ça m'amuse beaucoup de tourner ces petits épisodes et de vous faire partager mes lectures manga. Donc, a priori, je vais continuer. On commence, comme d'habitude, par mes achats de ces 10 derniers jours. Et puis, on enchaînera avec les lectures. C'est parti. Alors pour ce qui est des achats, ça va aller assez vite. J'ai acheté le tome 6 de Spy Family. C'est mon petit plaisir, j'achète au supermarché quand je vais faire mes courses entre mes légumes et mes yaourts. Et il y a toujours presque toujours un petit tome de Spy Family qui se glisse par là. Par contre, niveau lecture, j'ai lu que les deux premiers pour le moment. Je suis un petit peu en retard, mais du coup, je continue d'acheter. A priori, la série me plaît, donc il n'y a pas de raison. Et puis, bah, je lirai tout ça d'un coup quand j'aurai un peu plus le temps. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted à un prix raisonnable et dans un super état l'intégrale en 6 tomes de Teach Me More. C'est de la même haute mangaka que Professional Desire dont je vous ai déjà parlé. Et puis de Teach Me Love aussi. Donc pour public averti. Bon, c'est rien de très. Rien, bon, bref, pour public averti. Et puis bah, j'ai pas encore commencé, mais bon, je lirai ça à l'occasion. Et puis je me suis empressée de commander le tome 2 de Hira Yasumi. Je vous en ai parlé dans la dernière décale, j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Et bah, du coup, je me suis acheté le tome 2 quasi tout de suite, comme je vous ai dit que j'allais faire, certainement. D'habitude, je vais toujours en librairie ou je commande chez Mommy. Là, j'ai craqué. J'ai profité que je commande un cadeau pour la fête des pères pour me commander sur Amazon le tome 2. J'ai un peu craqué et je l'ai reçu hier et je l'ai lu dans la foulée. Et du coup, bah, on va commencer par parler de celui-là pour mes lectures. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 2 d'Hirayasumi? Bah, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est toujours aussi bien. Moi, j'aime toujours autant les dessins, déjà, que je vous montre un petit peu. Ce style-là, très rond. J'aime beaucoup le grand format aussi. J'ai pas beaucoup l'habitude de lire des mangas dans ce format-là, mais ça me plaît plutôt bien. C'est du tranche de vie. C'est tout ce que j'aime. Avec surtout le personnage de Hiroto que vous voyez là, euh, qui mène une vie voilà, très insouciante, lente, tranquille, petit plaisir de la vie. Et moi, ça me parle beaucoup tout ça. Donc, au niveau du tome 2, bah, ça suit son cours. On suit donc sa cousine, pardon, je vais y arriver, Natsumi qui est là, qui est en école d'art et qui commence à s'habituer un petit peu mieux à la vie d'étudiante et qui peut-être voit, enfin, en tout cas elle cherche à être mangaka. Ça suit son cours cette histoire-là. Bon, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça suit son cours. On suit un peu plus aussi dans ce tome-là les personnages secondaires. Donc on a Hideki qui est l'ami d'enfance de Hiroto, qui a des problèmes de couple. Lui, c'est ça son deal en ce moment. Bientôt papa, c'est ça l'idée. Akari, la copine de fac de Natsumi, qui est a priori très timide, mais qu'on découvre dans un autre registre. Et du coup, ben voilà, on en sait plus sur elle, c'est intéressant aussi. On suit aussi Yomogi, l'agent immobilier. Euh, voilà, dans elle qui a un rythme de vie effréné, donc au total opposé de Hiroto. On les suit dans un festival d'été, aussi une fête de quartier avec des sculptures en papier mâché, ce genre de truc, et des lanternes, voilà, vie très japonaise. Et puis, il y a un petit bouleversement à un moment, parce qu'il y a quelqu'un qui va se permettre de reprocher à Hiroto de mener une vie insouciante, alors que lui, c'est vraiment son truc. Mais on sait aussi qu'il a eu un passé professionnel dans un tout autre milieu professionnel que là où il est maintenant. Donc, ça le choque beaucoup en tout cas qu'on lui reproche ça, il l'avait pas vu venir du tout, donc est-ce que ça va avoir des conséquences sur lui et sur sa façon de voir la vie? Et ben on en saura plus dans le tome 3 j'imagine, mais voilà, si vous aimez le tranche de vie, si vous aimez le feel good et tout ce qui est doux, vous allez craquer pour Ira Yasumi, il n'y a aucune raison que ça vous plaise pas. Alors j'ai lu tout récemment aussi le tome 1 de À l'image de Mona Lisa, que j'avais trouvé sur Vinted il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu là cette semaine.
Donc ça raconte l'histoire de Hinase, que vous voyez là, qui vit dans un monde à peu près semblable au nôtre, sauf que, en fait, les enfants dans ce monde-là naissent sans attributs sexuels, et ils choisissent eux-mêmes leur sexe, en fait. Vers 12 ans, enfin, à l'âge à peu près de la puberté, c'est eux qui choisissent, en fait, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de ce qui les attire, c'est eux qui choisissent de devenir une fille ou un garçon. Mais Inace, elle est là, enfin elle, IL du coup, pardon, à 17 ans, en terminale, et IL a toujours pas choisi. Et elle est... Je sais pas pourquoi je dis elle du coup, parce que... Ouais, moi je l'identifie plus à une fille, mais après tout, c'est le principe du personnage. IL est très androgyne. On suit ses deux meilleures amies, Shiori et Ritsu, qui eux, voilà, ont chacun choisi. Donc Shiori, c'est un garçon, et Ritsu, c'est une fille. Et il se trouve qu'assez tôt dans le premier tome, ils vont chacun lui faire une déclaration d'amour et essayer d'influencer sa décision et de choisir son sexe. Et puis, en parallèle, on suit le frère aîné, en fait, de Shiori, qui est médecin, et qui suit Inase dans sa non-puberté, du coup, et qui s'intéresse de près à son cas, parce que c'est vraiment très rare. Les gens comme IL qui choisissent pas, ou chez qui la puberté se déclenche pas. Donc, c'est un peu ça le deal. Sur le principe, ça m'intéressait. Au niveau des dessins, moi j'ai trouvé ça très joli. Et puis, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'il y a des petites touches, je sais pas si vous voyez là au niveau des yeux, il y a des petites touches de turquoise comme ça qui se glissent. Je pense que c'est plus clair ici. Qui se glissent par-ci par-là. C'est que cette couleur-là du turquoise, par-ci par-là dans le tome. Voilà. Moi je trouve ça intéressant. Euh, Enfin, c'est surprenant, mais c'est sympathique. Euh, L'histoire, au niveau de l'histoire, je trouvais ça intéressant au départ, et j'ai quand même été assez gênée parce au niveau des sexes, du coup, c'est très cliché. En fait, sa copine Ritsu, qui est une fille, elle a choisi d'être une fille parce qu'elle aimait les trucs mignons. Elle aimait les fleurs et les peluches, quoi. Ben oui, mais enfin bon, est-ce que c'est assez pour décider d'être une fille? Je sais pas. Euh, bon, en plus, elle s'est fait, on a des flashbacks un petit peu sur leur enfance et sur des scènes qui sont a priori déterminantes sur le choix de leur sexe, où je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Je pas été hyper convaincue, ou justement, je pensais qu'il y aurait un peu plus de non-binarité là-dedans, je sais pas. Je m'attendais pas tout à fait à ça. Je trouve ça un peu bizarre que justement on fasse qu'on raconte une histoire où les gens choisissent leur sexe pour finalement tomber dans les mêmes travers que nous. Où nous on choisit. Enfin, je sais pas comment je sais pas comment le dire complètement, mais j'ai trouvé que les choix des sexes vraiment étaient basés sur les mêmes clichés que nous, quoi. À savoir, voilà, les filles, elles sont mignonnes, elles aiment les trucs doux, les garçons, ils sont musclés, ils aiment faire du sport. Au final, c'est ce genre de caractéristiques-là qui les aident à choisir. Bon, j'ai pas été hyper convaincue. Et puis, il y a le personnage du docteur qui me met assez mal à l'aise. Euh, ouais, ça, je peux pas rentrer plus dans le détail sans trop vous spoiler non plus, donc non, il me met assez mal à l'aise, il lui fait des cachotteries un petit peu, enfin il sait plus de choses que ce qu'il lui dit. Non, j'ai été assez mal à l'aise, donc du coup je suis pas sûre d'acheter la suite. Ça m'a pas déplu, mais ça va pas tout à fait dans la direction que je pensais que ça irait. Bref, donc j'hésite. En fait, j'hésite et je suis pas sûre d'acheter la suite pour le moment. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Sakura Saku. Là, c'est la couverture standard, et j'ai eu aussi la jaquette spéciale vendue que dans les librairies Momi, que moi j'avais commandé en ligne, et j'avais demandé gentiment à Momi s'il pouvait me donner la jaquette du tome 2 exclusive. Je l'ai eu. Et j'ai aperçu, il me semble qu'ils font la même opération chez Momi aussi pour le tome 3 de Blue Box. Donc ça tombe bien parce que c'est une série que j'aime beaucoup aussi, et qui sort là à la fin du mois, le 28 je crois. Je me contredirai au montage si j'ai dit une bêtise, mais il me semble que c'est le 28 juin. Et du coup, bah, je pense que je vais faire pareil, je commanderai le tome 3 de Blue Box de toute façon. Et si possible, si je peux avoir la couverture
exclusives. Bon, après, c'est pas forcément indispensable, mais il se trouve que je fais toujours mes achats chez Momi, donc je vais tenter le coup. Donc, tout ça pour dire, le tome 2 de Sakura Saku. C'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi doux, ça suit son cours, enfin en tout cas, voilà, on suit l'histoire. Il y a une belle réflexion, je trouve, sur la gentillesse, en fait, parce que c'est un peu le deal de départ, hein. Saku, elle s'est découverte une passion dans le tome 1 pour être une bonne samaritaine, mais ce qui est un peu gênant, c'est que la plupart des gens lui reprochent, en fait, d'être gentille, enfin... Après, elle saute sur toutes les occasions de se rendre utile, en fait. Donc elle voit quelqu'un dans la rue, un enfant qui a l'air perdu, c'est son premier réflexe, c'est d'aller vers l'enfant et de retrouver la maman, et voilà, elle est toujours dans le don de soi, comme ça, mais moi je trouve ça assez chouette, en fait, mais la plupart des gens qu'elle croise lui reprochent ça. Donc c'est déjà un angle d'attaque un petit peu curieux. Et puis, donc là, elle fréquente encore un peu plus que dans le tome 1. J'ai perdu son prénom. J'ai perdu son prénom. Haruki, voilà, je savais que ça commençait par un H. C'était assez mince comme indice. Donc elle le fréquente encore plus dans ce tome-là. Et puis elle le trouve très gentil, mais lui il n'est pas prêt à accepter ce genre de compliment non plus. Pour lui être gentil, c'est pas un compliment, c'est une faiblesse ou je ne sais quoi. Donc tout au long du tome il y a une réflexion là-dessus, sur la gentillesse, qu'est-ce qui fait qu'un acte est gentil, ou est-ce qu'il faut l'être tout le temps, est-ce qu'il faut se protéger un peu. Bon, on réfléchit pas mal là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Par contre, j'émets une petite réserve quand même sur ce tome 2, sans vouloir vous spoiler trop. En tout cas, dans le tome 1, le truc de base, c'était que Saku, elle voulait retrouver le, le mec qui s'appelle Sakura Ryosuke, et qui est celui qui l'avait sauvé quand elle faisait un malaise dans le métro, et qui lui a donné envie d'être une bonne samaritaine. Tout partait de là. Le postulat de départ, c'était ça. Parce qu'elle avait été sauvée par un inconnu dans un train, enfin un inconnu dont elle avait le nom, mais elle l'a jamais retrouvé. Et en tout cas, dans tout le premier tome, c'est un peu ça l'histoire. Et dans le 2, en fait, on n'en reparle pas du tout. Et donc je sais pas si c'était juste un prétexte du coup dans le tome 1, je pense pas. Enfin, c'est une auteure qui a tellement bonne réputation que voilà, je pense pas du coup. Mais moi ça m'intéressait cette partie-là de l'histoire. Mais là, dans le tome 2, on n'en a pas parlé une seule seconde. Donc, à voir si ça revient ou pas. Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Après, l'histoire est intéressante quand même. Voilà, le rapprochement entre les personnages. Il y a d'autres petites histoires parallèles avec leurs amis de lycée. Ça se lit très bien, c'est très doux. J'ai passé un bon moment et aucun problème. Voilà, c'est juste savoir si cet angle-là de l'histoire va revenir ou pas. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me chiffonne un tout petit peu. Mais je vais suivre cette série, c'est sûr, sans hésiter. Si vous aimez les shoujo lycéens, c'est un très bon shoujo lycéen, il n'y a aucun problème là-dessus. On va passer assez vite, mais je suis toujours dans ma relecture de l'intégrale de Princess Jellyfish. Donc là, j'ai lu tout récemment les tomes 9 et 10. Ça va jusqu'au 17, donc j'ai encore un petit peu de boulot. Mais ça se lit bien. Ça se lit très bien, donc c'est l'histoire là, ça a pris son envol, donc je peux pas vous raconter exactement ce qui se passe dans les tomes 9 et 10, parce que ça serait vous spoiler un petit peu tout ce qui s'est fait avant, mais c'est l'histoire d'une pension de famille où vivent que des trentenaires, otaku, sans boulot, ou vaguement assistantes d'une mangaka qui habite là aussi, mais qu'on voit jamais parce qu'elle est cloîtrée dans sa chambre H24. Apparemment, elle fait du boys love, c'est tout ce qu'on sait. Euh, et il se trouve que la vie tranquille de ces otaku se retrouve perturbée par l'arrivée du blond que vous voyez là, qui est fils de politicien, qui est fanat de mode et qui aime se travestir, et qui prend la vie assez légèrement. Il se prend de passion pour ces nanas alors qu'elles sont à des kilomètres de lui au niveau de leur vie. Et il se trouve que la pension de famille où elles habitent toutes risque d'être vendue. Et lui, comme il s'est pris de passion pour elles et qu'il voit bien que c'est des nanas qui supporteraient peut-être pas la vie normale, entre guillemets, il décide, je vous passe les détails, de monter une marque de vêtements avec ces filles-là, alors qu'elles s'habillent comme des sacs et qu'elles connaissent rien à la mode, donc c'est très très drôle le décalage, si vous voulez. Donc ils vont monter une marque de mode dans l'idée de gagner des sous et de racheter
leur pension de famille avant qu'elle soit vendue et qu'elles puissent continuer à habiter là. Donc tout est basé là-dessus, sur le comique de décalage entre donc le blond que vous voyez là, qui est fils de politicien et fan de mode, le brun que vous voyez là, qui est le grand frère du blond, et lui qui est puceau, ringard, mais dans la politique aussi, et qui se prend un peu de passion pour ses filles, pour ses otaku aussi. Voilà, c'est une galerie de personnages, tous plus attachants les uns que les autres, tous plus fous les uns que les autres aussi, c'est très très drôle. Donc voilà, ça suit son cours, ils créent des vêtements pour l'instant, ils en sont là, ils se rendent compte que c'est pas facile, le milieu de la mode, donc il y a toute une réflexion là-dessus aussi. Euh, c'est drôle, moi j'adore les dessins en plus. Euh, c'est un style assez différent quand même, il y a un côté un petit peu, il y a un côté un petit peu 60s quoi, que j'aime bien. Donc voilà. Donc j'en suis là de ma relecture. Il me semble que c'est une série finie en 15 tomes, mais il y a eu 2 tomes bonus, 16 et 17. Je vous parle de ça, ça fait des années. Hein. C'est chez Delcourt, ça s'appelait même pas Delcourt Tonkam, enfin ça remonte, ça remonte un peu. Mais je l'ai jamais fini cette série. Donc je suis là-dessus, et puis je vous ferai un retour peut-être un peu plus approfondi quand je l'aurai fini. Un peu dans la même veine, une relecture d'un début de série dont je suis jamais allée jusqu'au bout, voilà, mais que j'ai dans ma mangatech depuis un certain temps. J'ai relu le premier tome de Perfect World et je compte bien aller jusqu'au bout. C'est une série complète en 12 tomes chez Akata, et du coup, marque de fabrique Akata, c'est un très beau shoujo avec une vraie réflexion sur la vraie vie. Et là, en l'occurrence, ça traite du handicap, parce que comme vous voyez, Ayukana est en fauteuil roulant, il est handicapé, il a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident. Et il se déplace en fauteuil roulant et il a des soucis de santé assez récurrents et assez compliqués à gérer. Donc au début de l'histoire, on suit en fait la fille que vous voyez là, qui s'appelle Kawana, qui travaille dans une entreprise de décoration d'intérieur, et qui recroise par hasard, dans le cadre d'une réunion de travail, Ayukawa, qui était... ils sont jamais sortis ensemble, mais ils étaient plus ou moins amoureux l'un de l'autre au lycée. Donc entre-temps, il est devenu architecte, ce qui explique qu'il se retrouve du coup dans le cadre du travail, mais elle découvre elle n'était pas au courant, elle découvre qu'il a eu cet accident et qu'il est en fauteuil roulant. Mais ils se plaisent encore, ils sont assez contents de se retrouver, il se trouve qu'ils vont travailler ensemble sur une mission, mais le handicap se dresse entre eux et les gens se dressent entre eux aussi. Enfin, il y a plein de gens qui donnent leur avis et qui leur disent que non, c'est trop compliqué de sortir avec un mec en fauteuil roulant, ce genre de truc. De quoi ils se mêlent, n'est-ce pas? Et puis voilà, ça va être du coup l'évolution de leurs sentiments, de leurs relations avec le handicap à gérer, en plus de problèmes de couple traditionnels, on va dire ça comme ça. Kawana, elle a très envie de se dévouer à Yukawa, mais faut quand même reconnaître qu'elle connaît pas grand-chose à la réalité du handicap et aux problèmes de santé que lui il vit au quotidien. Et puis Ayukawa, lui, il a pas très envie de se laisser approcher, il a peur qu'elle ait pitié de lui, il a peur qu'elle se lasse, il a peur de pas pouvoir la satisfaire. Donc ils sont un peu résistants chacun de leur côté, mais ils se plaisent. Donc voilà, ça va évoluer. Et comme je vous disais, c'est en 12 tomes, donc on a le temps de dresser d'aborder plein de points de tout ça. Donc, que je vous montre un petit peu. Les dessins, c'est très joli. C'est très joli, mais c'est très simple aussi. Il y a un côté proche du crayonné quand même. Il y a assez peu de décors. C'est assez sobre, hein, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça fluide, du coup je trouve ça simple à lire. Il n'y a pas de surcharge du tout des planches, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi ça me plaît en tout cas. Les sentiments de chacun, c'est très clair, c'est très lisible. Moi je trouve que le handicap, je connais pas beaucoup non plus, mais de mon point de vue, je trouve que c'est bien traité, que c'est traité avec réalisme mais sans pathos, c'est pas le but.
Euh, ça traite vraiment de, voilà, de belles valeurs, de beaux sentiments. Il y a des vrais questionnements sur l'amour, sur le couple, sur le handicap, sur le travail, sur le handicap au travail aussi, euh, sur voilà, l'acceptation de soi, ce genre de truc, malgré la maladie. Non, moi je trouve ça vraiment, vraiment bien traité, vraiment très humain. Euh, voilà, un beau shoujo de chez Akata avec une vraie réflexion, comme je disais tout à l'heure. Euh, non, c'est une belle lecture. J'avais bien aimé ce que j'avais déjà lu, donc là je recommence au début pour me lire l'intégrale, donc on en reparlera évidemment au fur et à mesure ou quand j'aurai lu bah, les 12 tomes jusqu'au bout. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai tout montré. J'ai d'autres séries presque en cours. J'ai toujours une sacrée mamie, j'ai toujours Chiayafu, et je suis aussi en train de me refaire l'animé de Fruits Basket. J'en suis au début de la saison 3. Euh, j'ai toujours une grosse passion pour Fruits Basket, donc je suis très contente de voir cet animé-là que j'avais jamais vu. J'avais vu le très vieux, il y a très longtemps, et là, la dernière série d'il y a quelques années, je suis en train de me manger ça à vitesse grand V. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire vous, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous regardez comme animé en ce moment, ça m'intéresse. Et puis on se dit bah, dans 10 jours pour la prochaine décade manga. À bientôt.